Donc bonsoir à tous pour ce deuxième webinaire sur la volatilité. Nous allons voir en détail quelques indicateurs, hein. Donc comme d'habitude, sur les indicateurs, on va essayer de voir comment vient la construction, hein, comment sont calculés ces indicateurs, pourquoi ils ont été conçus et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Alors on commencera par la volatilité de chacun. Pour la prononciation, peut-être c'est Shekin, hein, mais tant pis, je ne le connais pas personnellement. Voilà. Ensuite, le champ de call stop. Le mass index, c'est tous des noms que vous avez déjà entendus. Le RVI, on verra que pour le RVI, il y a différents codes sur des plateformes et ils ne sont pas tous très bons. Le super trend ATR, c'est quelque chose qui a été créé par Olivier Seban, qui a eu beaucoup de succès pendant un temps. Et pour finir, on verra le VIX, le VCAC, hein, c'est la même construction. Et on verra ce que l'on peut faire avec ce genre d'outils. Donc on va commencer par la volatilité de chacun. Donc les calculs, quand on va les expliquer, on a l'impression que c'est toujours un peu compliqué, mais au final, voilà, on manipule des cours, hein, c'est pas la mer à boire, hein, d'autant plus que c'est la plateforme qui le réalise. Alors tous les graphes que l'on verra ce soir ont été réalisés avec ProRealTime. Ce sont des codes relativement simples à faire. Donc la volatilité de chacun, c'est en fait on prend une moyenne mobile exponentielle euh, entre les hauts et les bas, hein. Donc en fait c'est un range. Et ce range, eh ben, il est lissé au travers d'une moyenne mobile exponentielle. Ensuite, on compare donc ce premier résultat, cette première moyenne, à la même moyenne 10 périodes auparavant, hein, et on va calculer donc un pourcentage de variation. C'est-à-dire que on a à l'instant T les 10 dernières valeurs et on a notre moyenne mobile exponentielle. On la compare à la première des moyennes mobiles. On établit ce range entre les moyennes mobiles et ça nous donne la volatilité de chacun. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne quelque chose de ce style. Donc, c'est pas sur les prix, c'est sur une partie du graphique bien séparée. On voit qu'il y a deux niveaux. Alors, là, on voit bien que de par sa construction, on compare les écarts entre les plus hauts et les plus bas de la séance ouverte de trading. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les gaps, ben, ils ont disparu, hein. Avec chacun, les gaps, ils sont partis aux oubliettes, hein. Donc, c'est quelque chose qui est, enfin, c'est pas plus important que ça, mais il faut le savoir, hein. Si on a un marché qui a plus de transactions, de niveau de prix, d'écart de niveau de prix hors marché, c'est gênant. Si au contraire, on est dans des marchés un peu style Forex où il n'y a jamais trop d'écart, bien sûr en clôture, parce qu'il n'y a pas de clôture en journalier, hein, il n'y a jamais trop d'écart entre le vendredi soir et le samedi, c'est pas gênant. Si on est par exemple sur des actions où là il peut y avoir des écarts parce que des déclarations le soir, des résultats annuels ou quelque chose comme ça, c'est plus délicat, hein. Voilà. Mais bon, une fois qu'on le sait, ben on le sait. Alors, il quantifie l'élargissement entre les extrêmes d'une période. C'est son but, hein. C'est voir c'est essayer de trouver quelque chose que l'on peut après utiliser dans son trading. Alors, ça, c'est Marc Chesquin qui l'a dit. Pour lui, un accroissement de la volatilité sur une période courte indique un prochain creux de marché, comme une vente panique. Après, sur la réalité, on va voir que la réalité peut être différente, mais quand il l'a conçu, lui, il part de ce principe-là.
hein, c'est quand il y a un accroissement de volatilité sur une période courte, ça indique un prochain creux de marché. Alors, à l'inverse, toujours pour lui, hein, la décélération de la volatilité indique que l'on arrive sur un sommet, c'est-à-dire qu'on est sur un marché à maturité. Ça, ce sont ses vues à lui. Hein. Donc, cet outil, hein, c'est le rêve de tout trader, c'est un capteur de creux et de sommet, hein, qui n'a pas rêvé de vendre au plus haut et d'acheter au plus bas. Voilà. Donc, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une réalité? On va le voir sur la plateforme. Donc, il y a deux niveaux qui sont communément admis. C'est le niveau des plus 50 et des moins 50. On va passer sur la plateforme pour voir ça. Alors, la plateforme pour voir ça, donc c'est pour real time. Je vais pourquoi elle vient pas, la petite? Voilà. Voilà. Donc voilà la volatilité de chacun. On a bien ces deux lignes, 50, moins 50. Hein, on les voit bien. Donc, on voit que sur les moins 50, on n'est pas forcément sur des choses qui sont nombreuses. Hein. On n'a pas énormément de signaux. Contrairement au plus 50. Hein. Alors, maintenant, on va essayer de voir si j'ai pris toujours le même exemple. Hein. Quel que soit l'indicateur qu'on utilisera, on verra exactement j'utiliserai le même sous-jacent. Donc, on va resserrer un peu. Voilà. Donc, vous voyez, là, vous avez, regardez donc les prix. Hein. On a une musique bien baissière. Toc, toc, toc. On a une musique bien baissière. Et on a quelques niveaux représentatifs. Ah, il ne veut pas me la tracer, le petit coquin. Voilà. Hein, je vais tracer quand, quand ça dépasse bien. Des moins 50, on n'en a qu'un. Voilà. Donc, vous voyez que celui-là, on est presque dans le faux signal. Ah, j'en ai oublié un. Voilà. Alors, je vais remettre pour bien. Là, je pense que j'ai fait des très grosses bêtises. Faut que je revienne. Mon Pro Real Time a complètement disparu. Hein. Donc, pendant ce temps-là, un accroissement de la volatilité, je vous le répète, un accroissement de la volatilité sur période courte indique un prochain creux de marché. Donc, au-dessus de 50, on a un creux. Par contre, j'aimerais bien récupérer mon Pro Real Time qui a littéralement disparu. Où il est? Le voilà. Il a tellement disparu que mes lignes, les voilà.
plus 50, accroissement, creux, moins 50, sommet. Donc je sais pas vous, mais moi cet outil, il ne me satisfait pas plus que cela. Pourquoi? Ben, déjà, les sommets, là, on a un accroissement et il m'indique un sommet, un faux signal. Là, il me dit c'est un sommet, ben, bizarrement, c'est un creux. Vous voyez? Bon, ben, déjà, sur une période, on va dire, de septembre à février, en journalier, les deux signaux qui donnent, c'est des signaux qui sont faux. Alors, moi, c'est quand même pas extraordinaire. Après, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que là, il nous donne, par exemple, là, c'est un creux. Là, c'est un creux, là, c'est un creux. On peut dire, bon, ben, banco. Mais si on le suit, eh ben, on a loupé quand même l'essentiel du mouvement. Hein. Donc, il est quand même pas, il est pas pertinent. Alors, il n'est pas pertinent, c'est sans doute à cause de ce problème, peut-être sur ce sous-jacent-là de gap, hein, de sa méthode de calcul. On va voir qu'il y a quand même d'autres choses pour la volatilité hein, que le calcul de Shekin. Donc déjà, je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Hop. Voilà. Donc là, on avait un indicateur qui est sur une partie du graphe, donc pas sur les prix, là, il a son cadre propre. Là maintenant, le champ de crawl stop, lui, il va être sur les prix. Alors, ce calcul, il est un petit peu plus compliqué. Donc, on prend les plus hauts de X périodes. Là, tout de suite, vous allez me dire, tiens, ça ressemble un peu au début du calcul de l'Ishimoku. Donc, c'est des petits trucs sympas. Mais vous verrez que le résultat, ça ressemble un peu au nuage. Donc, on prend le plus haut de X périodes. Sur ce, on calcule la TR de 10 périodes. Alors, 10, pourquoi? C'est parce que c'est les deux concepteurs, hein, Chand et Kroll, qui ont décidé que c'était 10. Ils pensent que le 10, c'est très bien. Sur cet ATR de 10 périodes, on va appliquer un coefficient multiplicateur de 3. Hein. Là aussi, c'est eux qui le conçoivent, le calcul, et ils ont dit 3, c'est bien. D'ailleurs, quand on va voir d'autres calculs, on s'aperçoit que 10 et 3 pour l'ATR, c'est quelque chose qui est accepté. Hein. C'est souvent 10 et avec un coefficient multiplicateur de 3 sur l'ATR. Alors l'ATR fera l'objet d'un webinaire pour lui tout seul. Hein. C'est un webinaire spécialisé sur l'ATR. Alors, là, le champ de crawl stop, ça va avoir la forme de deux lignes. Donc, il y aura une ligne de stop à l'achat. On prend le plus haut et on lui retire justement la valeur de l'ATR multipliée par le coefficient. Hein. À l'inverse, pour la vente, on prend le plus bas et on lui ajoute la valeur du coefficient. Alors, on va voir ce que ça va faire sur un petit schéma. Et retenez bien déjà, parce que c'est intéressant comme calcul. On ne prend pas la close, hein, on ne prend pas la clôture du jour. On prend le plus haut du jour, on lui retire l'ATR et multiplié par son coefficient, c'est-à-dire qu'on va retirer le mouvement erratique du marché. À l'inverse, pour la vente, sur le plus bas, on ajoute ce bruit en fait, hein, ce qui permet de dire tiens, c'est pas un mouvement qui va donner la tendance. Hein. Donc on est assez précis. Hein. Moi, je trouve assez pertinent de ne pas prendre la clôture, mais de prendre le plus haut et le plus bas d'un autre côté. Alors là, on voit bien deux lignes. Hein. Donc, on a une ligne de stop
base qui est en vert. Hein. Donc la ligne de stop verte, ici représentée en vert, on peut la représenter comme on veut. Hein. C'est la ligne de stop pour les achats. À l'inverse, la ligne de stop en rouge est celle pour la vente. Et ça dessine un peu ce nuage Ishimoku, sauf que là, bien sûr, il n'y a pas de projection à droite. Hein. Alors, par le calcul, on voit que le concept de cet indicateur, c'est en fait éliminer les mouvements erratiques du marché en tenant compte de la volatilité de la valeur. Hein. Au plus haut, on lui retire ce mouvement, et au plus bas, on lui ajoute ce mouvement. Et ça nous permet donc de dessiner ce nuage. Alors, à la vente, on coupe les positions si les prix coupent la ligne des stops, il y a une erreur là, des stops à la vente et inversement à la hausse. Hein. C'est pas la peine de copier, je vous enverrai pour ceux que ça intéresse, je vous enverrai le PDF corrigé de l'erreur. Alors, on est short. Hein. Donc, quand on est short, on va regarder uniquement la ligne de stop à la vente. Donc, c'est la ligne rouge. Donc, vous voyez, par exemple, si on part stop sur ce niveau-là avec un quelconque setup, hein, ça c'est pas, là, il nous donne pas le setup, il nous donne pas de signaux de vente, celui-là. Celui-là, il nous arrête lorsqu'on est rentré en position. Donc là, on va sortir sur ces niveaux. Inversement, là, mettons, on a acheté par là, on va regarder la ligne de stop, donc il faudra qu'on ait dépassé bien sûr cette sorte de nuage, et bien ça va être la ligne de stop à l'achat. Alors, là, cet exemple-là, je l'ai mis parce on voit que c'est pas tellement pertinent en fait. Regardez, vous avez un marché baissier, après ce marché, il rentre dans un range, et là, comme beaucoup d'indicateurs techniques travailler dans un range, eh bien, il vous dit, enfin là, il vous dit pas, hein, mais en fait, c'est totalement non pertinent. Donc, par contre, dès qu'on repart en tendance, avec un certain retard, hein, parce qu'il est reparti en tendance, mais on a quand même là de 100 à 120, on a presque 20% de décalage. Hein. On a 20% de décalage avant qu'il commence à rentrer pertinent. Voyez. Donc, la construction est sympathique, mais l'utilisation est plus délicate. Alors, je vais tenter de remettre ce satané Pro Real Time. Où es-tu? En fait, ce qui le perturbe, c'est ma télécommande. Voilà. Alors, on va lui mettre l'indicateur. Il est en standard hein, sur Pro Real Time. Donc, vous voyez, là, avec c'est pas des tendances énormes, c'est quand même des jolis mouvements. On arrive à trouver là, vous voyez, à la baisse, on arrive à trouver un stop qui est très sympathique. Hein. On prend l'essentiel du mouvement. Regardez là. Là, on a pris l'essentiel du mouvement. Mais dès que les tendances sont moins marquées, hein, sont plus latérales, ils naviguent de part et d'autre de ce nuage, hein, et on n'arrive pas à en tirer de choses très claires. Maintenant, on va comparer cet outil avec l'outil précédent, avec la volatilité de Chaikin. Sur la même période, la volatilité de Chaikin, elle nous donne un arrêt là, un autre là,
un troisième ici. Bien sûr, il y avait les gros écarts là. Là. Et là. Alors, vous voyez, là, on ne peut pas dire que c'était un creux de marché. C'est pas des plus brillants. Là, le creux, mais ce volatilité de Chicain, c'est quand même pas terrible comme outil. On va voir qu'il y a quand même largement mieux que cela au niveau utilisation de la volatilité pour de bons outils. Le super trend est quand même largement supérieur à ces deux outils. On reprend. Voilà. Le mass index. Alors, l'outil précédent, on avait pris le plus haut d'un côté, on lui ajoutait quelque chose. Là, le mass index, on prend le range du haut moins le bas. Celui-là, le calcul, il est assez velu. Heureusement que les ordinateurs le font parce que là, il faut un petit moteur. On calcule une moyenne exponentielle à 9 de cette différence. Donc, ça nous donne un premier résultat. On a un résultat d'une moyenne exponentielle à 9. On fait une double moyenne sur cette moyenne. Donc, on a comme résultat que l'on garde la première moyenne et cette moyenne doublée. On divise le premier résultat par le second. Ça nous donne donc un ratio. Ce ratio, on le retire à un nombre qui est 25. C'est comme ça, c'est voilà. Et on le retire en ajoutant 25 ratios. C'est-à-dire que on a des ratios du jour 1 au jour 25, on en fait la somme, et cette somme, on la retire à 25. Velu, hein? Celui qui a inventé ça, sympa, hein? Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait ça. Donc, le concepteur qui est Dorsey, je vous rappelle que Dorsey, c'est celui qui a beaucoup travaillé sur, il a beaucoup fait de choses, beaucoup travaillé sur le point figure. Il prend 27 et 26,5 comme les deux lignes significatives de son indicateur. 27 et 26,5. On va revenir après sur l'utilisation. Alors, donc, c'est inventé par Dorsey. L'indice de masse, masse index, indice de masse, là c'est facilement traduisible, est un indicateur de volatilité qui ne possède pas de biais directionnel, comme beaucoup. L'indice de masse identifie des exagérations qui sont une première alerte sur un renversement. Ça, c'est important. C'est pas quelque chose qui dit il va se produire tout de suite quelque chose, c'est une alerte. Ça doit attirer l'œil. Et c'est un peu dans le sens qu'on doit prendre l'utilisation des indicateurs. Pas faire un acte aussitôt que le signal se produit, mais ça nous appelle, ça nous dit, tiens, là, il faut réfléchir à ce que l'on va faire. Donc, deux lignes, 27 et 26,50. Alors, comment on se sert de ces deux lignes? Alors, la courbe, elle doit d'abord franchir 27. Donc, bien sûr, avant de franchir 27, elle a franchi 26,50. Mais elle est à 27, elle dépasse 27 et elle décroît. Et c'est au moment où elle casse les 26,50, donc quand elle passe, mettons, de 27,20 à 26,50, que le signal se déclenche. Ça nous donne quoi? Ça nous donne ça. Donc, là, on a franchi, bien sûr, les 26,50, on casse les 27,
on casse les 27, on culmine, ben, pendant tout ce temps-là, on fait rien, rien du tout. Et c'est quand on revient à nouveau sur les 26,50 que l'on se dit, tiens, on va peut-être être à l'aube d'un changement de tendance. On va faire un petit peu de plateforme pour voir ce que ça nous donne. Elle n'a pas disparu. C'est déjà ça. Vous voyez, on retrouve notre exemple. Donc je resserre. Et on peut voir que le nombre de signaux est extrêmement faible. Hein. Là, on est en 2011. Je vous rappelle que nous sommes en journalier. Là, le produit, c'est les futurs du jus d'orange pour désaltérer. Et on voit que les 27, eh ben, il n'y en a eu qu'un. On a frôlé, hein, mais on n'a pas passé au-dessus de 27. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui peut donner un avantage, mais que cet avantage, on ne l'aura pas souvent. Hein. C'est quelque chose qui est rare. Mais c'est ce qu'a voulu Dorsey. Il voulait quelque chose de rare. Et là où ça s'est produit, eh ben, c'était quand même intéressant. Hein. On a une zone là qui nous dit on est peut-être sur un changement de tendance. La tendance qui a suivi, c'était quand même quelque chose de lourd. On a perdu pratiquement 50% sur les sommets. Hein. Là, on est à 200, et même plus. Hein. Là, on est à 90. Là, vous voyez. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais simplement, le plus gros problème de cet indice de masse, c'est le faible nombre de signaux. C'est même peu de le dire. Hein. On le voit par rapport à la volatilité de chacun, qui elle donne des signaux, elle en donne tellement dans un sens que c'est à mourir de rire, et très peu dans l'autre. Donc on peut se poser des questions sur sa méthode de construction. Mais bon, on a eu le changement de tendance, et on a pu éventuellement le travailler, et quand on grossit bien, avec le champ de crawl stop, on est sorti au bon moment. Ça peut être intéressant, enfin c'est pas inintéressant. On va revenir sur les indicateurs qui suivent. Le relative volatilité index. Alors, ce nom se raccourcit et devient RVI. Alors, RVI, il ne faut pas confondre avec Vigor Index. Hein. C'est pas pareil. Hein. Le relative volatilité index, c'est pas le Vigor. Hein. Je vais vous montrer ensuite quelque chose avec la plateforme PRT, où il y a deux méthodes de calcul, et à mon avis, il y en a une qui est erronée. Donc là, le calcul est extrêmement compliqué, c'est impossible à vous montrer exactement, il faudrait des pages et des pages. Alors le calcul est identique à celui du RSI, à différence près, c'est que le RVI mesure un écart type à 10 jours. Hein, c'est un écart type à 10 jours, des hauts et des bas, alors que le RSI, c'est la différence entre chaque période. Et c'est intéressant. Hein. C'est pour ça qu'il a été conçu. Hein. Donc, on a un écart type à 10 jours sur les hauts et les bas. On le représente pas sur les prix, hein, bien sûr,
on le représente sur un cadran spécifique avec deux lignes, 40 et 60. Hein. C'est des lignes de surachat, on va dire, et de survente, avec la ligne médiane, hein, comme le RSI, qui est à 50. Alors, contrairement au RSI, celui-là, on n'a pas à le paramétrer les lignes de surachat survente. Je vous rappelle que sur le RSI, on part sur des lignes à 70 et quand les marchés sont surachetés pendant un certain temps, on doit passer à 80. Hein. Le RSI est un indicateur qui se paramètre. On ne décide pas comme ça, aujourd'hui je vais prendre un RSI 3, demain je prendrai un RSI 14. Non, le RSI c'est quelque chose qui se paramètre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites sur l'utilisation de cet outil. Donc vous voyez, là on a ça nous donne trois zones, hein, en fait. Hein. Bien sûr, on a l'achat en haut et la baisse en bas. C'est pas toujours comme ça dans les indicateurs. Hein. Principalement sur l'indicateur que j'ai conçu, où j'ai fait l'inverse. Voilà. Donc, comment on peut D'abord, pourquoi il a été fait, hein, inventé encore par Dorsey. Voilà. Dorsey a estimé que beaucoup d'indicateurs, en fait, c'était une salade de calculs et que tous ces calculs étaient déjà, en fait, mis sous une autre forme, mais trop légèrement. Donc, on ne pouvait pas confirmer avec quelque chose qui était pratiquement demi-frère. Hein. C'était pas possible. Donc, on utilise souvent la MACD et la Stochastics, alors qu'en fait, ils sont trop proches pour que l'un confirme l'autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui perdent énormément d'argent en utilisant ces outils. Donc Dorsey lui a dit, moi je vais chercher quelque chose qui me confirme le premier signal. C'est important, hein. C'est un outil de confirmation, hein, et avec ce calcul différent. Et ce calcul différent, c'est quoi? C'est justement d'utiliser un écart type sur le plus haut et le plus bas. Alors là, c'est quelque chose aussi de très précis, c'est quelque chose qui va confirmer un suivi de tendance. Hein. On ne peut pas travailler du range avec cela. Hein. C'est pour du suivi de tendance. Alors, Dorsey a eu cette phrase, il est ni meilleur ni plus mauvais qu'un autre, mais il est différent dans son calcul. Donc, réellement, il peut l'utiliser comme confirmation. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et c'est pas du tout un demi-frère. Et le calcul est vraiment différent. Donc, si il confirme, cette confirmation a une validité. Alors, la confirmation, c'est assez simple. Hein. Donc, on a une ligne des 50 pour séparer les haussiers des baissiers. Ça, c'est du classique. Le premier signal haussier est confirmé si le RVI est au-dessus des 50. Hein. À l'inverse, si c'est en dessous, le premier signal baissier sera confirmé. La ligne des 60 permet de prendre long si le premier signal a été invalidé par le RVI alors en dessous de 50. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut rentrer en long si le premier signal a été donné alors que le RVI il était en baissier, que si on dépasse la ligne des 60. Et donc, c'est inverse pour les baissiers. C'est-à-dire que si le premier signal, le RVI, était à 52, on ne pourra rentrer short que si on passe en dessous de la ligne des 40. Ensuite, ces lignes des extrêmes sont très intéressantes, c'est que ça fait aussi une ligne de stop. Cette ligne des 60 est le niveau le plus extrême pour les shorteurs. C'est-à-dire que si les cours, si la ligne du RVI passe au-dessus de 60, les shorteurs doivent couper. À l'inverse, ceux qui sont longs, ils vont couper si le RVI passe en dessous des 40. Hein. Ça donne de bons niveaux de perte extrême. Alors, c'est quoi? Donc, on a nos lignes
là le 60, là le 40. Si on a eu, là j'ai pris un truc tout simple, hein, c'est un croisement de moyenne mobile exponentielle 7,23. Là, on a un premier croisement à la baisse. Donc là, on peut le prendre. On est baissier. Si on avait eu, par exemple, un croisement à la baisse là, alors que le RVI était au-dessus des 50, on aurait dû attendre que le RVI casse cette ligne des 40 pour rentrer short. Je rappelle, on ne rentre que si le signal, directement, que si le signal baissier, le RVI est déjà dans une zone baissière. À l'inverse, on ne rentre long avec ce premier signal que l'on aura choisi que si le RVI est déjà dans la zone verte, hein, est déjà dans la zone des 50. Donc, par exemple, là, ben, on rentre long. Il n'y a aucun problème puisqu'on est déjà long. Hein. Là, on peut rentrer aussi court. Par contre, là, on sera peut-être juste en parallaxe. Hein. On sera un petit peu avant, en fait, que le signal du RVI soit haussier. Donc, il faut attendre que le RVI casse cette ligne des 60 pour rentrer long. Donc, on serait rentré par là. L'autre point de ce RVI, c'est quoi? C'est que si on est short, hein, on est short, on est toujours short, là, il faut qu'on coupe absolument parce qu'on a cassé cette ligne des 60. Là, personne n'aurait été long, mais mettons que la personne était longue et attendait que ça continue. À partir de ce niveau-là, le long, il est obligé de couper parce qu'on a cassé la ligne des 40. C'est simple, hein, c'est plus compliqué à expliquer qu'à performer. On va faire un peu de plateforme. Si elle ne s'est pas sauvée. Alors, le RVI, il est là. Je vais le préparer. Voilà. Alors, là, je vais enlever toutes ces lignes. Ou plus simplement, pour gagner du temps, je vais passer sur des zones. J'en ai autant, j'en ai mis partout des lignes. Voilà, je vais enlever le champ de crawl. Et voilà. Donc, on va agrandir, je vais couper la volatilité, couper le mass index. Voilà. Là, on a quelque chose de propre. Donc, on est peut-être, on va faire tout simple, hein, on est peut-être trader prix. Hein, on est trader prix, mais on veut avoir une confirmation par un outil technique. Donc, on va faire des choses toutes simples. On se dit, bah, tiens, je vais réagir, moi, sur des plus hauts, plus bas, voilà, on va choisir par la musique, mais en étant confirmé. Donc, on commence. Hein. Là, on a une musique haussière. Hein. Tac. Le plus bas est plus haut que le précédent. Là, on a déjà un plus haut. Donc, là, on peut rentrer, en fait, à partir de là, on peut rentrer directement en position. C'est validé. Par, bien sûr, là, c'est extrêmement validé puisqu'on est au-dessus des 60. Hein, donc, on rentre en long. On rentre en long. Par contre, c'est le stop qui nous sera donné par cet indicateur. Voilà. Là, il nous fait couper. Là, il nous fait couper. Hein, puisqu'on était long et on casse les 40. Donc, celui qui est long, il coupe. Bon. Maintenant,
on va peut-être avoir, nous, un setup en tant qu'action des prix. Alors, là, on repasse en musique haussière. Et là, pan, là, en fait, le trader prix, il fait pas grand-chose. Hein. Il fait pas grand-chose. Là, il peut repasser long. On va encore être stoppé. Mais je grossis pour que vous voyez bien ce qui se passe. Hein. On a 2 touchés sur une ligne de support. Bon, déjà là, pour qu'il passe long, il en faudrait. Hein. Mais bon, il peut pas repasser long parce qu'en fait, là, il y a une tendance qui est baissière, là, donc il va pas le faire. Et là, il passe pas court. Tac, 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 il retombe sur son truc. Voilà. En fait, le point, je regarde pas mon RVI, le point que lui, le trader prix, il va travailler, c'est celui-là. Voilà. Il va rentrer là. C'est quoi? Eh ben, c'est notre éternel pullback. Hein. Là, il est beau. Donc là, est-ce que la confirmation lui permet de rentrer? Short. La confirmation lui permet de rentrer short. Donc le gars, il rentre short ici. Le RVI lui dit, c'est bon. Alors le RVI, il lui dit c'est bon, mais il donne pas d'objectif. Hein, et il donne pas non plus de zone stop à mettre. Par contre, le RVI, là, il lui dit, mon gars, eh ben, il faut que tu soldes ta position. Donc là, je lui aurais donné sa perte. Soit il avait pris son bénéfice, hein, soit voilà, il aurait coupé avant, mais s'il n'avait pas coupé, là, le RV lui dit c'est fini, au maximum c'est cuit. Hein. Donc c'est pas parfait, mais ça évite, le RVI va éviter de nombreux débordements. C'est-à-dire que ça évite en fait le mot d'espoir. Le RVI, le mot d'espoir, il l'arrête tout de suite. Si vous avez les tendances à croire que ça va revenir, tout ça, c'est un outil qui est assez pratique pour ça. Hein, ça remet les choses en place et ça vous dit, voilà, il y a vraiment les chances de revenir à mon point sur un horizon assez proche sont assez délicates. Hein. Donc, vous voyez que là, les gens qui sont rentrés longs, mettons qu'ils veulent absolument rentrer long, on peut très bien euh, euh, en action des prix, on a été stoppé, on repart pour très bien se dire tiens là on va retrouver à nouveau le prix, son PRU en redevenant long, et ben très rapidement hein, là le RVI vous dit il n'y a pas d'espoir. Hein, là les chances sont très faibles. Hein, voilà. C'est quelque chose qui va vous cadrer au maximum en fait de vos espérances. C'est en fait Dorsey, il l'a pas conçu pour autre chose. Hein. C'était pour lui une confirmation et de dire ben, maintenant on arrête les frais. On va revenir au diaporama. Voilà. Alors le super trend. Le super trend, c'est quelque chose qui est ou en standard sur certaines plateformes, mais on le trouve quand même assez facilement. Donc là, on prend un ATR. C'est comme tout à l'heure, c'est souvent des ATR qui sont en fait multipliés par un coef. Et sur cet ATR, on va appliquer non pas des plus hauts ou des plus bas, non pas du close, mais on va ajouter en fait le prix médian. Hein. Le prix médian, c'est le haut plus le bas divisé par 2. Hein. C'est le médian. Le médian, je vous rappelle, c'est beaucoup de calculs Ishimoku sont basés sur des médians. Hein. Et comme par hasard, Olivier Seban, qui a conçu cet indicateur, nous dit de prendre un ATR à 10 avec un coef multiplicateur de 3. Là, on revient toujours, quel que soit le concepteur, à ces 10 et à ces 3.
Alors là, le super trend n'est pas représenté par un cadran, hein. C'est représenté sur les prix. Alors, donc, les lignes vont être de part et d'autre des prix, hein. C'est un indicateur qui va principalement nous servir de stop et qui nous fait aussi rentrer quand les prix croisent la ligne, hein. C'est d'un côté je sors et de l'autre côté je coupe. Le concept, c'est rester dans le marché et ne pas subir l'effet temps si les cours latéralisent. En fait, il y a quelque chose qui fait le même usage, c'est le SAR, Stop and Reverse. Le SAR, lui, il est fait pour être tout le temps dans le marché, hein, et il peut faire perdre beaucoup d'argent, mais il a ce problème si les cours latéralisent. En fait, à chaque période, il va ramener son point vers les prix. Donc en fait, ce problème de temps, par son calcul, Olivier Seban l'a supprimé. Il est dans mon concept en fait où le marché et le temps, c'est pas nous de décider que les prix doivent aller à tel niveau avant telle date. Le marché, il fait ce qu'il veut. Il peut s'arrêter, il peut attendre, il peut être dans de l'indécision, et cette indécision ne doit pas faire en fait changer notre niveau de prix. Donc l'utilisation, c'est de passer haussier quand le super trend il est en dessous des cours, donc ce qui veut dire quand le super trend il est traversé par les prix, et on passe baissier quand le super trend est au-dessus des cours, donc quand les prix passent en dessous, hein. Là, les prix traversent, on passe haussier. Là, les prix cassent par le bas, enfin cassent du haut vers le bas, on passe baissier. Alors, les travaux qui ont été faits par des traders systématiques, c'est perdant, hein. C'est perdant, il faut faire très attention en fait à gérer son marché. Sur des marchés en tendance, c'est nickel, ça marche, hein, comme beaucoup de choses, hein. Mais si vous mettez ça dans un robot avec des périodes où les prix vont d'un niveau assez important à un autre niveau, ça donne ça, hein. Ça donne une rentrée, une sortie pratiquement perdante où on fait égal, hein. Là, on rentre sur cette bougie, là, on sort sur cette bougie. Là, on est short, on perd de l'argent puisque on sort sur cette bougie en short. Là, on rentre long et on coupe là, hein. Donc, on a perdu sur 3 trades, on a 2 pertes et un équilibre. Et là, on gagne. Donc là, on est sur quelque chose qui aura une expérience de gain, un nombre de gains réduit par rapport au nombre de pertes, avec des gains beaucoup plus forts que les pertes. Mais pour diminuer ces risques, il faut mieux le gérer en discrétionnaire, c'est-à-dire savoir dans quel type de marché on est. Voilà. Sinon, c'est utile dans un marché en tendance, hein, ça nous donne des bons niveaux, hein. Mais sinon, le mettre en automatique et laisser courir, à mon avis, le compte, il ira pas bien loin. Maintenant, on va regarder quelque chose qui est extrêmement connu, hein. Tout ce que vous avez vu ce soir, c'est quand même connu, mais qui est extrêmement connu, c'est le VIX, et un peu moins, c'est le VCAC. Donc le VIX, c'est quoi? Le VIX, c'est un calcul qui est fait sur les options sur le SP500. C'est quelque chose qui ne se trate pas, hein. On va trader un futur du VIX. Mais le VIX est un calcul, c'est un résultat. Un résultat, il n'y a pas de loi d'offre et de demande. On a le même style de calcul sur le CAC, qui s'appellera le VCAC. Il existe sur le AVX, sur le BEL, et ils ont presque tous sorti le leur, hein. C'est quelque chose qui
essaye de montrer en fait le sentiment des intervenants. Donc, il est basé sur la volatilité implicite. Implicite, on peut changer le terme par anticiper. C'est pas la volatilité historique, c'est quelque chose qu'on anticipe. C'est quelque chose qui va se produire dans le futur. Donc, le VIX va monter quand la volatilité monte. Et si la volatilité monte, c'est que la peur domine. Je vous rappelle que la volatilité influe le prix de l'option, c'est-à-dire que plus le marché est volatile, plus le prix de l'option va monter, puisqu'on a des chances d'aller sur des niveaux, aussi bien dans un sens que dans un autre, plus importants. Donc on a plus de chances statistiques d'aller à l'objectif. Donc la prime de la volatilité, la prime de l'option va monter. Donc ça nous donne quoi en représentation? Alors, ça nous donne quelque chose comme ça avec c'est du journalier. Hein. Là, c'est sur le CAC. Et en fait, ça nous donne des bougies avec des mouvements excessivement importants, hein, et des petits corps. Vous avez un nombre de bougies à petits corps extrêmement impressionnant. C'est très, très impressionnant. Donc après, vous aurez toujours un futur qui vous permet de trader ce sous-jacent, hein, ce calcul. Mais on ne trade pas directement ni le VIX, ni le VCAC, en fait. Hein. Voilà. Alors, le concept, c'est quoi? Eh bien, c'est de passer au rayon X le sentiment des intervenants du marché, de savoir, essayer de voir comment le marché, est-ce qu'il a des acheteurs potentiels, des vendeurs potentiels, agissent-ils selon un désir d'investir ou un désir au contraire de sortir et de se rendre liquide. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Alors, on a tiré des niveaux, enfin, les concepteurs ont tiré des niveaux, et ces niveaux, ils sont simples. On a la zone de complaisance qui est comprise entre 10 et 25. Donc là, en dessous de 10, c'est très rare, hein, donc c'est entre 0 et 25. Là, la volatilité est faible, les marchés haussiers sont haussiers ou tranquilles, hein, parce qu'on peut être aussi sur une volatilité faible avec un marché baissier. Hein, ça, c'est un marché, ça monte, ça baisse, hein, ça vit. Hein. Mais quand la volatilité est faible, les marchés sont tranquilles. Donc, on peut faire acte de trading dans la sécurité. Dans une zone de forte volatilité, on sera le VIX ou le VCAC, ou les autres, hein, ou tous les collègues, ça sera compris entre 25 et 45. Hein. Là, il faut serrer les stops et il faut commencer à se rendre liquide. Là, on est dans des zones de danger, ça devient difficile à travailler parce que les marchés ne sont plus évalués par rapport à des critères économiques, ils sont évalués par rapport à des critères de peur. Et donc, en général, quand les marchés ont peur, les gens essayent de récupérer leurs avoirs et on n'est pas sur de la réalité. Hein. On est dans des effets de foule. Et qui dit effet de foule dit une appréciation du marché erronée. Alors, la zone 3, c'est la zone de crack, c'est au-dessus des 45. Là, c'est impératif. Si vous n'avez pas envie d'être scotché dans les marchés, il faut sortir. Hein. C'est la zone de crack. Là, ça déboule de tous les côtés. Alors, on va le représenter sur un graphe. Donc là, vous voyez que c'est maintenant ça. Hein. On n'a pas eu de crack. Hein. On est dans une zone qu'on va dire zone d'inconfort, où les prix peuvent décaler avec des niveaux de pourcentage énormes. Alors j'ai fait un petit aparté mercredi lors du point vidéo sur par exemple les décalages du pétrole. On peut avoir des plus 5% à la fin de la journée, alors qu'on a peut-être 10% de variation
réel, parce qu'avant de faire 5% à la hausse, on avait fait 5% à la baisse, et puis le marché s'est retourné parce que il y a un journal qui dit que la Russie va s'entendre avec l'OPEP. Voilà. Donc, on est sur des marchés de rumeurs. On n'est pas sur des marchés qui se basent sur la réalité économique des choses. Hein. Un pétrole à 35, c'est pas soutenable à terme. Mais entre-temps, avant que l'économie prenne le pas sur le sentiment des intervenants, il peut se passer du temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer au niveau trading? Eh bien, déjà, la volatilité, ça nous permet de poser son stop hors du bruit du marché. Hein. On a vu par rapport au calcul de prendre par exemple les plus hauts, les plus bas, d'ajouter ou de retirer le bruit du marché, ça quand même nous donne un niveau. Hein. Le trader prix, ce que j'essaie de vous enseigner à longueur de webinaire et de formation, c'est que c'est les prix eux-mêmes qui vont nous donner ce niveau. Mais si on veut gagner du temps, si on veut doubler ces informations, on peut très bien utiliser ce genre d'indicateur. Hein. Ça nous donne, par exemple, le super trend nous donne un niveau de stop cohérent. Ensuite, ça nous permet de trouver le changement de tendance. On a vu que certains indicateurs nous permettaient de capter, enfin, c'était le concept, c'était de capter le changement de tendance. Le seul problème, c'est que le changement de tendance, en plus de 3 ans, il ne nous en avait trouvé qu'un en journalier. Hein. Mais bon, il l'avait quand même donné, ça faisait quand même un beau trade, hein, c'était le mass index. Certains indicateurs nous permettent de trouver les creux et les sommets. C'était ce que voulait faire le Chand, pas le Chand, le Tchéquin. Et là, on a vu malheureusement que sur un sous-jacent, c'était pas forcément bien visible. Donc, il avait énormément de faux signaux. Ça nous permet donc la volatilité d'appréhender le sentiment des intervenants et de savoir si on doit rester sur les marchés. Ça, c'est le VIX, c'est le VCAC. Le VIX a comme nom le syndrome de la peur, l'indicateur de la peur. Hein. Mais je vous rappellerai que avant le VIX, il y a quelque chose à regarder quand on est trader action ou trader indice boursier, c'est la valeur de la devise nippone par rapport à ses consoeurs. Hein. Même si cette nuit, on a encore l'illustration parfaite que autant la Banque centrale suisse que la Banque centrale japonaise fait n'importe quoi et prend des décisions en plein marché. Hein. Donc là, la décision, c'était taux négatif, voilà. Bon, bref, ça a fait décoller le dollar américain face à la devise japonaise. Donc il faut toujours se méfier de ces diables de banque centrale nippone et helvétique. Donc ça nous permet aussi, cette volatilité, de confirmer les signaux de suivi de tendance. Là, c'est encore l'outil développé par Dorsey, hein, c'est le RVI. Donc le RVI, c'est peut-être, en dehors du VIX qui est utile, c'est peut-être l'outil que l'on a vu ce soir qui a le plus d'intérêt. Bon, que manque-t-il à cette démonstration de ce soir? On peut poser un stop, on peut trouver des creux et des sommets si l'indicateur le permet. Hein, on a vu que c'était un peu délicat. Ben, que manque-t-il? Ben, c'est le sens. Hein. Il n'y a aucun indicateur que l'on a vu ce soir qui nous donnait un réel sens. On pourrait dire, tiens, le super trend nous a donné l'achat et la vente, mais en fait, il nous manque quand même le sens dans sa fiabilité, c'est-à-dire nous donner un sens avec la confirmation que le trend est valide et non pas un trend dans un range. Alors, ce soir, on a vu un nombre d'indicateurs importants. On va voir dans le prochain webinaire qui est normalement le 26 février, hein, c'est assez lointain,
il y en a encore beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres choses qui permettent de voir et d'apprécier la volatilité. Alors, là, ce soir, vous allez me dire, mais pourquoi vous parlez d'indicateurs qui ne sont pas forcément pertinents? Ben, je pense qu'il est quand même intéressant de les connaître, de savoir ce que l'on peut en faire, ce que l'on peut en tirer, parce qu'ils sont disponibles dans les outils. Et c'est bête d'utiliser quelque chose qui en fait n'est pas forcément pertinent. Ça vous fait peut-être aussi une liste d'outils à retirer de votre trading. Alors, avant les questions, je fais toujours le rappel, hein, il y a trois façons de prendre la T, soit on prédit les prix, soit on les anticipe. Et nous, trader action, enfin trader prix, on réagit au mouvement de marché. C'est sur ce style de trading qu'il faut toujours s'orienter, hein, c'est réagir au mouvement de marché. Beaucoup d'intervenants prédisent les prix, anticipent, ou sont des historiens Alain Decaux sur ce qui s'est passé. Nous, l'histoire, c'est une chose, mais nous, ce qu'on recherche, c'est à trader le mouvement du prix présent. Hein, le trader après, c'est un peu tard. Hein. Ensuite, deux piliers du trading, c'est l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Hein, quand vous possédez ces deux piliers, vous avez la chance de faire partie des analystes rationnels. Donc, ce qu'il y a de mieux sur le marché et pour travailler les marchés. C'est toujours sur le sujet que je travaille pour vous amener donc à ces analyses rationnelles. Alors, un petit peu de pub. J'en fais rarement. Cette année, ça sera peut-être un au printemps, un autre en avril. Il n'y a pas beaucoup de places. Je ne fais pas plus. Hein, c'est 4 places. Pourquoi 4 places? Parce que pendant 6 jours, je vous torture. Et torturer 4 personnes, ça va. En torturer plus, c'est assez difficile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de temps mort. Hein. Avec 4 personnes, j'arrive à faire travailler ceux qui veulent bien venir et ils ne s'ennuient pas parce qu'ils auront toujours quelque chose à faire, ils auront toujours la réponse qui arrive très vite. Personne n'a le temps de bâiller aux corneilles parce que je le repère tout de suite et je le recadre immédiatement. Donc c'est 6 jours où on ressort, je pense, tout le monde se ressort content et fatigué, mais on a quand même un. Moi, je suis content de mon travail parce que je vois que cela sert. Là, cette année, j'ai eu des personnes qui ont mis leur ressenti sur le site Ishimoku. Il y a des témoignages. Je pense que c'est intéressant. Je les ai mis tels qu'ils me les ont livrés. Hein. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent se renseigner, allez sur le site ishimoku.fr. Il y a un onglet dans le menu, c'est se former. Puis après, sur séminaire, vous trouverez tout. Alors, sur tous les sites que j'ai fait récemment, donc tout a été revu un peu. C'est revu assez souvent sur Ishimoku. Il va y avoir de nouvelles choses qui vont sortir courant février. Il y a un site qui va arriver aussi, c'est Signal Forex, courant mars. Ça sera aussi avec des méthodes un peu différentes. Sur le site sur lequel vous êtes inscrit, c'est Boursomag. Donc il y a le point bourse en vidéo le mercredi et tous les matins il y a le point forex du matin. Je vais incorporer des indices boursiers dans le point forex du matin. En fait, j'essaye toujours d'apporter de nouveaux outils. Si vous avez des demandes, il ne faut pas hésiter. Je manque énormément de retours sur vos désirs. Pour ceux qui m'ont envoyé les devoirs du webinaire précédent, je ne vous oublie pas. Simplement, je vais prendre chacun un par un. Vous allez me recontacter en me donnant différents créneaux et on fera la correction par vidéoconférence. Hein. Je rappelle que les formations que je donne en 6 jours, il y a un suivi d'un an à peu près, hein, si c'est plus, c'est pas grave, hein, et on se refait des webinaires et puis on travaille ensemble. C'est-à-dire que la formation, elle n'est pas je vous forme et après je vous laisse mourir sur les marchés. Hein. C'est je vous forme et je vous tiens chaud devant. Je suis assez embêtant là-dessus. Et on arrive à avoir un bon travail, un bon timing. Hein.
j'ai très peu de traders perdants dans ma petite escarcelle. Bon, c'est sûr aussi que je filtre avant. Si je vois que la personne n'est pas faite pour le trading, c'est pas grave que je la forme pas, mais je lui dis, ben, là, vous n'êtes pas faite pour le trading, et puis voilà. Ou je ne suis pas un assez bon professeur pour vous. On peut le voir sur les deux facettes. Donc, je vais couper l'enregistrement et je vais répondre à vos questions.